Retour en Toscane et au Castello di Bibione, où j'ai déjà eu l'occasion de déguster un vin. Là, je vais vous emmener dans un domaine où j'ai rendu visite il y a quelques jours, qui se situe à quelques kilomètres d'ici, qui surplombe le très beau village de San Casciano Val di Pesa et qui produit en grande partie des Chianti Classico. Et donc, je vous expliquerai en quelques mots. Euh, J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'en ce moment, mon livre de chevet, c'est les chroniques italiennes de Stendhal. Donc, vraiment, je suis dans l'ambiance, hein. Et chroniques italiennes, ce sont comme son nom l'indique, ce sont des chroniques qui se passent en Italie, qui relatent avec pas mal de verve stendhaliennes que j'aime beaucoup, et son amour pour l'Italie, euh, des, euh, des histoires qui sont passées pour l'essentiel au Moyen Âge. Et en l'occurrence, il y en a une qui s'appelle La Baisse de Castro, euh, que je suis en train de lire depuis quelques jours, que je n'ai pas encore achevé, je varie vers la fin. Et il est question, entre autres, dans personnage important de l'histoire, d'un prince qui s'appelle le prince Corsini, qui est un prince très puissant euh, de cette époque-là, et qui a un rôle fondamental dans cette histoire. Je ne vous en dirai pas plus. Toujours est-il que, en voulant visiter la Villa Le Corti, je vous montre la bouteille, voilà. Chianti Classico, j'ai été extrêmement surpris de réaliser qu'en fait, il s'agissait d'une propriété du Principe Corsini, du prince Corsini. Donc alors on peut se dire c'est un personnage de roman et puis là, la vraie vie. En l'occurrence, il s'agit de la même lignée qui a d'ailleurs donné même naissance à un pape qui s'appelle Clément VII. Donc une famille très puissante du Moyen Âge qui a une très longue lignée jusqu'au XXIe siècle et qui aujourd'hui toujours dans les mains, ce domaine toujours dans les mains de Principe Corsini, qui d'ailleurs a deux grands domaines, ce domaine-là, et puis dans la Maremma, la Toscane du sud-ouest, côté Méditerranée, un domaine qui s'appelle Marsiglia, qui fait penser à Marseille. Voilà, facile à se remémorer, qui lui fait plus dans les vins super toscans, les super toscans étant des vins italiens du sud-ouest de la Toscane, et qui sont en général faits à la bordelaise, bien que le terroir soit très différent, donc avec Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, et ça donne des vins dont le vin emblématique est Sassicaia, mais il y en a plein d'autres, Ornellaia, etc. Ce sont des très très beaux vins de très grande garde. Et là, retour dans le Chianti Classico à Villa Le Corti, où donc j'ai eu l'occasion de déguster trois vins, mais avant de rentrer dans le détail, faisons un petit crochet par Filipe Corsini, qui est le prince, qui a beaucoup œuvré pour le domaine et qui en 2013 a converti le domaine en bio et en 2015 a décidé de créer un nouveau projet du fait de tous ces voyages qu'il avait fait dans le monde pour une nouvelle ligne de vin 100% biodynamique. Donc plutôt que de convertir tout le domaine en biodynamie, il s'est dit pourquoi je ne ferais pas un projet à part et j'apprendrai de ce projet-là, ce qui est une très bonne approche. Et il a appelé ça, le projet s'appelle Fico Wines. Et donc il a donné naissance en 2015 à un premier vin qui s'appelle Fico, et en 2017 un autre vin qui s'appelle Perfilo. Donc on a deux vins que je n'ai pas eu l'occasion de goûter, qui sont sur des parcelles sur les Corti, très bien choisies, qui elles par contre sont travaillées à la vigne, parce que c'est le plus important, plus coché, hein, travaillées à la vigne en biodynamie. J'aurai l'occasion de les déguster une prochaine fois. Alors revenons donc maintenant au Chianti Classico. Et donc là, on est sur un Chianti Classico avec au minimum 80% de Sangiovese, puisque sinon il n'a pas le droit à l'appellation. Sur ce Chianti Classico Riserva 2016, nous sommes sur du 95% Sangiovese et 5% d'un cépage que je ne connaissais pas jusque-là, qui s'appelle le Colorino, qui est un cépage qui est utilisé essentiellement pour donner de la couleur, pour assombrir le vin. Voilà. Il n'a pas de qualité organoleptique particulière, il n'influence pas le vin, il n'y ajoute pas d'arôme, donc c'est comme si on avait un 100% Sangiovese un peu plus foncé. Voilà. Donc maintenant, on va garder effectivement ce Sangiovese un peu plus foncé, parce qu'on rend compte quand même qu'il est encore assez clair, mais je pense que sans le Colorino, il serait beaucoup plus clair. La robe ressemble, à s'y méprendre, pour moi en tout cas, à un Sancerre rouge, avec des reflets légèrement violacés dans le fond, et puis rose sur le pourtour. En tout cas, une belle couleur.
Voilà. Alors, le premier-né est assez expressif. Pourtant, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert la bouteille, qu'elle n'est pas entamée. C'est le premier verre que je sers. Et il y a un côté tabac café, et puis de l'autre côté, ce côté encre amer que je retrouve dans les vins du Chianti, qui, comme me faisait rappeler un bon ami, ça nous rappelle les encriers des pupitres en bois quand on était gamin à l'école. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a effectivement ce côté encre, et puis il y a un côté fruit quand même, qui est quand même assez puissant, avec surtout de la framboise. Alors, si on agite le verre, là, il y a ce côté encre qui ressort encore plus, et puis le fruit, des effluves de fruits qui ressortent comme ça, de manière assez subtile d'ailleurs. Alors l'attaque déjà est une attaque avec une grande présence. Le vin est très présent en bouche. Là, il ne passe pas inaperçu. Là, vous le servez à des convives. Vraiment, ça vous prend directement en bouche. Et il y a une très belle acidité qui est très prégnante, très présente et qui sert de support à toute la trame du vin. Une trame qui est énormément sur le fruit. Alors l'encre, il est passé vraiment au second plan, on le sent à peine. Le côté tabac, café, beaucoup moins présent. En fait, le bois est encore sous la forme de tanin. En fait, c'est un vin relativement tannique. C'est pas des tanins amers, c'est plutôt des tanins assez doux, ou des tanins très présents. Et puis une belle fin en bouche, assez voluptueuse et d'une certaine façon une fin heureuse, hein, comme je pourrais dire, c'est-à-dire on ne va pas sur des amertumes ou des fortes acidités, on est sur une fin assez douce et assez chaleureuse. Et c'est un vin pour moi que à déguster tout seul comme ça, j'aurais du plaisir indéniablement, mais je le vois vraiment accompagné d'un plat en sauce ou d'un plat plutôt consistant, conséquent, fort en goût, sans aller jusqu'à des currys indiens ou des plats très épicés, mais plutôt des plats en sauce, euh, pas forcément du poisson. Pas forcément du poisson. Voilà. Une dernière gorgée. Avant de vous confirmer tout le bien que j'ai dit de ce vin, qui est un vin vraiment super équilibré, mais qui a encore besoin de s'intégrer dans les 3-4 années qui viennent. 2016 était une année très puissante dans le Chianti, et ce sont des vins qui, je pense, ont vraiment besoin d'un peu de patience avant de donner toute l'expression de ce qu'on peut attendre de ce genre de vin. Voilà. Santé, à bientôt sur les terres toscanes, j'espère, pour une nouvelle dégustation. Santé.